Avant de commencer, si tu es passionné par les affaires criminelles, les dossiers non résolus et les révélations tardives, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant. Chaque semaine, nous revisitons des enquêtes qui ont marqué l'histoire, parfois oubliées, parfois classées, mais jamais vraiment terminées. L'affaire que vous allez découvrir remonte à près de 60 ans. Une disparition qui a hanté un village entier et marqué plusieurs générations. Nous sommes en 1965, à Saint-Romain-sur-Vienne, une petite commune rurale du centre de la France, entourée de forêts épaisses, de champs isolés et de terres agricoles où rien ne semblait jamais perturber le silence provincial. Le 12 octobre 1965, Claire Delmas, 24 ans, institutrice, disparaît sans laisser de traces. Ce jour-là, elle termine sa classe à 17h12. C'est un détail confirmé par l'horloge murale encore préservée aujourd'hui dans l'ancienne salle de cours. Plusieurs élèves se souviendront plus tard l'avoir vue quitter l'école, son sac d'institutrice en cuir brun serré contre elle, et sa longue écharpe beige flottant derrière elle dans le vent d'automne. Le trajet entre l'école et la petite maison qu'elle louait n'était que de 8 minutes à pied. Pourtant, ce soir-là, Claire n'arrivera jamais chez elle. Le lendemain matin, c'est une collègue, Madame Fournier, qui s'inquiète la première. Claire n'était pas du genre à s'absenter sans prévenir. À 8h05, la chaise de l'institutrice est vide. Les élèves attendent. La directrice tente de la joindre chez elle, en vain. À 9h14, l'alerte est donnée. À 10h30, la gendarmerie locale se rend à son domicile. La porte est verrouillée, aucune trace d'effraction, le lit n'a pas été défait. Sa brosse à dents est sèche, et une tasse de tisane froide traîne sur la table, signe que Claire était passée chez elle plus tôt dans la journée, mais rien n'indique qu'elle soit revenue après l'école. À partir de là, l'affaire Delmas commence. Les gendarmes de Saint-Romain-sur-Vienne commencent les recherches dès la fin de matinée. L'affaire semble d'abord simple, une jeune femme disparue sur un trajet de 600 mètres. Les enquêteurs privilégient la piste d'un accident. Peut-être une chute, un malaise, ou même un animal errant qui aurait effrayé la jeune institutrice. On fouille les fossés, les talus, les granges abandonnées et les rives de la Vienne. À 15h20, un premier élément trouble est découvert, l'écharpe beige de Claire, retrouvée accrochée à une clôture en bois, à mi-chemin entre l'école et sa maison. L'écharpe est soigneusement pliée, posée comme si quelqu'un l'avait déposée là, et non arrachée par accident. Cette mise en scène, si c'en était une, change complètement la nature de l'affaire. Les villageois commencent à murmurer. Les gendarmes interrogent plus de 30 habitants dans l'après-midi. Parmi eux, un témoignage attire particulièrement l'attention, celui de Lucien Marais, un agriculteur de 52 ans, qui affirme avoir vu une 2CV grise stationnée près du vieux chemin des Peupliers vers 17h30, soit une quinzaine de minutes après le départ de Claire. Il déclare « J'ai vu quelqu'un ouvrir la porte passager, comme s'il aidait quelqu'un à monter, ou comme si quelqu'un y était forcé. » Mais dans un village où tout le monde se connaît, dénoncer un voisin n'est pas simple. La tension monte. Le soir même, la presse régionale arrive, et en 2 jours, l'affaire fait déjà la une des journaux. Une première liste de suspects. La gendarmerie établit rapidement 3 principaux axes d'investigation. Un ravisseur de passage. Un automobiliste aurait pu enlever Claire sur le bord de la route, sans aucun lien avec elle. Un habitant du village. Hypothèse la plus redoutée, que le coupable soit quelqu'un que tout le monde croise au marché, à la messe, à l'école. Un acte prémédité. L'écharpe pliée, la voiture suspecte, l'absence totale de traces de lutte, cela évoque un acte réfléchi. Le fiancé de Claire, Jean-Marc Rivière, âgé de 27 ans, est interrogé en priorité. Il travaille dans une ferme à 14 km de là. Son alibi est solide, il était de garde ce jour-là, et plusieurs personnes confirment sa présence au travail. Un autre nom apparaît rapidement, Henri Lafont, 34 ans, le fils du maire, connu pour ses avances insistantes envers Claire. Plusieurs collègues de l'institutrice confirment qu'elle s'était plainte de son comportement à l'école quelques semaines auparavant. Lafont nie toute implication. Son père le protège farouchement. Mais faute de preuves, les suspects restent des suppositions. Aucun élément matériel n'est trouvé, aucun témoin ne rapporte une dispute, un cri ou une lutte. Comme si Claire s'était volatilisée. Le village se transforme. Les jours passent. Les battues se succèdent. On ratisse les champs, on vide un puits, on fouille les granges, les caves, les bois. Rien. La peur s'installe. Les parents raccompagnent leurs enfants à l'école. On ferme les volets plus tôt le soir. Certains habitants dorment avec la carabine posée à côté du lit. Au bout de 3 semaines, l'espoir s'effrite. Les recherches officielles diminuent. L'affaire finit par être confiée au SRPJ de Limoges. De nouveaux enquêteurs arrivent, plus expérimentés, mais ils se heurtent au même mur, aucune trace. Fin décembre 1965, l'enquête s'enlise.
Le dossier est finalement classé en 1967, sans suite. Les années qui suivirent transformèrent la disparition de Claire en une cicatrice silencieuse. Beaucoup essayèrent d'oublier, mais personne n'y parvint vraiment. Les parents de Claire, usés par la douleur, déménagèrent en 1968. Son fiancé, Jean-Marc, resta encore un an dans la région, espérant un signe, une lettre, un corps, quelque chose. Puis il partit lui aussi, incapable de supporter les regards compatissants, les murmures, et surtout l'absence de tombe sur laquelle se recueillir. Saint-Romain-sur-Vienne reprit un semblant de vie normale, mais la méfiance persista. Le simple fait qu'une jeune femme ait pu disparaître à seulement quelques mètres des maisons, sans bruit, sans témoin, était un rappel constant qu'un danger invisible avait circulé parmi eux. Certains habitants affirmèrent plus tard qu'à partir de cette époque, le village n'avait plus jamais retrouvé son innocence. Pendant près de 20 ans, personne ne parla plus vraiment de l'affaire. Elle revenait parfois lors d'un repas arrosé, d'une veillée ou lorsqu'un étranger posait trop de questions. Mais très vite, les discussions s'interrompaient, comme si l'histoire portait malheur à celui qui l'évoquait. Jusqu'en 1984. Cette année-là, les nouveaux propriétaires d'une vieille bâtisse située à l'extérieur du village entreprirent de grands travaux de rénovation. En dégondant un faux plafond pour agrandir une chambre, les ouvriers découvrirent un objet pris dans la poussière et la laine de verre, un petit carnet rouge, dont la couverture portait les initiales CD. À l'intérieur, quelques pages seulement, rédigées d'une écriture élégante. Il s'agissait du journal intime de Claire. Les propriétaires alertèrent aussitôt la gendarmerie. Le carnet fut analysé, mais aucune mention ne laissait penser qu'elle se sentait suivie ou menacée. Il évoquait son travail, ses élèves, quelques doutes sur son futur mariage, et un passage ambigu où elle écrivait « Je sens que quelque chose va changer. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je le sens s'approcher. » Le carnet ne contenait aucune date postérieure au 5 octobre 1965, soit une semaine avant sa disparition. Rien ne permettait d'identifier le lieu où il avait été trouvé comme une potentielle scène de crime. Les anciens propriétaires furent interrogés, mais ils affirmèrent n'avoir jamais entendu parler de ce journal. Malgré tout, cette découverte raviva l'intérêt pour l'affaire Delma. Les journaux locaux publièrent de nouveaux articles. Des anciens suspects furent interrogés à nouveau, dont Henri Lafont, devenu entre-temps conseiller municipal. L'homme, vieillissant mais toujours influx, répondit avec froideur, affirmant qu'on le harcelait depuis 20 ans sans jamais rien prouver. Comme en 1965, aucune charge ne fut retenue. Le carnet fut ajouté au dossier, classé comme simple élément annexe. Quelques habitants pensèrent que cette réapparition, presque 2 décennies après les faits, était un signe que la vérité n'avait pas dit son dernier mot. Mais avec le temps, le carnet fut oublié lui aussi. L'affaire resta une énigme, un vide, un trou noir dans l'histoire du village. Puis arriva l'année 2009, et avec elle un événement qui allait progressivement fissurer le silence. Un gendarme à la retraite, passionné d'affaires non résolues, décida de rouvrir officieusement le dossier par curiosité personnelle. Il n'avait aucun mandat, aucune autorité, simplement l'impression persistante que quelque chose avait été raté. En relisant minutieusement les procès-verbaux, il remarqua un détail qui, en 1965, avait semblé anodin, le témoignage d'un enfant de 9 ans, élève de Claire. L'enfant disait avoir vu un homme discuter avec l'institutrice à la sortie de l'école, juste avant qu'elle parte. À l'époque, ce témoignage n'avait pas été exploité, car jugé trop flou. L'enfant avait décrit un homme, avec un manteau sombre et un drôle de chapeau. Rien de concret. Mais ce détail, combiné à l'existence du carnet retrouvé en 1984, alluma une étincelle. L'enfant, aujourd'hui adulte et vivant encore dans la région, fut retrouvé et interrogé par l'ancien gendarme. L'homme, désormais âgé de 53 ans, confirma ce souvenir de la scène, mais ajouta cette fois un détail qu'il n'avait jamais avoué. L'homme qui parlait avec Claire semblait la mettre mal à l'aise. Elle avait reculé d'un pas pendant l'échange. Ce nouvel élément aurait pu relancer l'affaire, mais il ne s'agissait que d'un souvenir vieux de 44 ans, difficilement exploitable. L'ancien gendarme, malgré son intuition, se heurta au manque de preuves matérielles. Aucun progrès concret n'eut lieu. Le dossier resta officiellement clos. Il faudra attendre encore 13 ans pour que tout bascule. À l'été 2022, un homme de 89 ans, hospitalisé en état critique, demanda à parler à un prêtre et à un officier de police avant de mourir. C'est à cet instant que la vérité, longtemps enfouie, commença enfin à remonter à la surface. Il était environ 22h37, ce soir-là, lorsqu'un appel fut passé depuis l'hôpital de Poitiers. Le service de nuit contacta le commissariat pour signaler qu'un patient, en phase terminale, insistait pour faire une déposition concernant un crime ancien. Selon l'infirmière, l'homme répétait qu'il ne voulait pas partir avec ça sur la conscience. Il réclamait la présence d'un prêtre,
mais aussi d'un policier, comme si la confession spirituelle seule ne suffisait pas. L'homme s'appelait André Valin, 89 ans. Ancien menuisier. Un nom qui n'avait jamais figuré dans le dossier d'Elma. Aucun lien apparent avec l'affaire. Il n'était pas originaire de Saint-Romain-sur-Vienne, et rien dans son passé ne laissait présager une quelconque implication dans un crime. Les policiers envoyèrent un lieutenant pour recueillir un simple témoignage, pensant qu'il s'agirait d'un délire de fin de vie ou d'un vieil homme confondant sa mémoire. Lorsqu'il entra dans la chambre 214, le lieutenant trouva un homme très affaibli, relié à plusieurs machines, respirant difficilement. Le prêtre était déjà là, assis près du lit. André Valin lui fit signe de s'approcher et demanda que la porte soit fermée. Sa voix était presque un souffle. Il commença par ces mots. « Je sais ce qui est arrivé à la petite institutrice, en 1965. Claire. Je veux le dire avant de mourir. » Le policier se figea. Sans même avoir encore entendu l'aveu, il sentit qu'il ne s'agissait pas d'un caprice. Quelque chose dans le regard de cet homme, mélange de honte, de terreur et d'abandon, indiquait que ce poids l'avait rongé pendant des décennies. Pendant plusieurs minutes, Valin eut des difficultés à reprendre son souffle. L'infirmière ajusta l'oxygène. Puis il parla. Lentement, par fragments. Il expliqua qu'il n'avait jamais voulu tuer Claire. Il disait que ce n'était pas prévu comme ça. Il évoqua un accès de colère, un geste irréfléchi, et la panique qui avait suivi. Le prêtre lui posa une question que le policier n'entendit pas distinctement, mais Valin hocha la tête et répondit. « Oui, je l'ai cachée. Personne ne l'a retrouvée parce que je savais où la mettre. » Ces mots suffirent à faire basculer un mystère vieux de 57 ans. Le lieutenant voulut enregistrer l'aveu, mais les machines se mirent à sonner. Le rythme cardiaque du patient devenait instable. Valin, épuisé, perdit connaissance quelques instants plus tard. Les médecins intervinrent, parvinrent à le stabiliser, mais il n'était plus en état de parler. L'aveu était incomplet, mais suffisant pour réactiver officiellement l'enquête. Le lendemain, le commissariat alerta la brigade criminelle et le parquet. Une réunion d'urgence fut organisée. On ressortit le dossier d'Elma des archives. Le nom d'André Valin fut examiné sous tous les angles. Les enquêteurs découvrirent que, dans les années 60, l'homme avait travaillé comme artisan itinérant. Il effectuait des réparations de charpentes, de granges et de maisons rurales dans plusieurs départements. Selon les registres de l'époque, il aurait séjourné environ 2 mois dans la région de Saint-Romain-sur-Vienne, précisément en septembre et octobre 1965. C'était suffisant pour supposer un lien, mais pas pour affirmer sa culpabilité. 2 jours plus tard, Valin se réveilla brièvement. Le prêtre et les policiers furent rappelés. Le vieil homme, lucide mais très faible, reprit sa confession. Il raconta que Claire lui avait demandé un service, réparer une étagère dans sa maison. C'est ainsi qu'il aurait fait sa connaissance. Il affirma qu'il s'était attaché à elle, qu'il la trouvait douce et respectueuse. Ces mots dérangeaient, car malgré l'atrocité de ce qu'il avouait, il parlait d'elle avec une admiration malsaine. Il déclara que le 12 octobre, il avait croisé Claire sur le chemin du retour de l'école. Il l'avait interpellée, voulu lui parler, mais elle était pressée. Elle semblait distante, peut-être méfiante. Une dispute éclata. Il disait qu'il n'avait pas supporté la façon dont elle l'avait repoussé. Selon lui, tout s'était déroulé très vite. Un geste trop brusque, un choc, une chute. Claire serait tombée contre une pierre et se serait fracassé la tête. C'est ce qu'il affirma. Mais ses paroles laissaient planer un doute. Essayait-il de minimiser son geste? D'adoucir la vérité avant de mourir? Le policier lui demanda « Où avez-vous mis le corps ?» Valin ferma les yeux, prit une longue respiration, comme s'il rassemblait ses dernières forces. Sa voix se fit presque inaudible. Il murmura qu'il l'avait transporté à l'intérieur d'une vieille structure. Une grange. Mais il ne précisa pas laquelle. Juste avant de pouvoir en dire davantage, sa respiration se coupa. Les médecins furent appelés d'urgence. Cette nuit-là, André Valin mourut. Il emporta avec lui l'emplacement exact du corps. Ne restait que quelques bribes, un aveu, un motif fragile, un lieu vague. De quoi éveiller l'espoir chez certains, mais aussi la frustration la plus douloureuse. La France apprit l'affaire 4 jours plus tard, lorsque la presse divulgua l'information. La confession d'un homme sur son lit de mort, concernant l'une des plus anciennes disparitions du pays. Pour beaucoup, c'était enfin la preuve que Claire n'était pas partie volontairement, qu'elle n'avait pas fugué, qu'elle n'avait pas été victime d'un inconnu de passage par hasard. Elle avait croisé le chemin d'un homme que personne ne soupçonnait, et son destin s'était scellé en quelques secondes. Mais malgré cet aveu, la justice exigeait des preuves matérielles. Sans corps, sans scène, sans trace,
une confession posthume ne suffisait pas. Une nouvelle mission commença, retrouver Claire, enfin. Les enquêteurs savaient qu'ils n'avaient qu'un point de départ fragile, une vieille structure, une grange. Dans une région rurale, ce mot pouvait désigner des centaines de bâtiments. Certains existaient encore, d'autres avaient été détruits, rénovés ou engloutis par la végétation. Il fallait remonter près de 6 décennies en arrière pour reconstituer le paysage agricole de 1965. La brigade criminelle, épaulée par une unité spécialisée dans les affaires non résolues, entreprit un travail minutieux. Ils comparèrent les cartes cadastrales d'aujourd'hui avec celles des années 60, croisèrent les registres agricoles, consultèrent d'anciens propriétaires et de rares témoins encore vivants. Certains se souvenaient de Valin, l'homme qui faisait des réparations et payait parfois en nature. D'autres évoquaient vaguement la présence d'un ouvrier logeant chez un fermier à l'époque, mais les souvenirs étaient flous, altérés par le temps. Une avancée inattendue survint lorsqu'un homme de 78 ans, ancien agriculteur, affirma se rappeler d'une grange dans laquelle Valin avait travaillé quelques semaines avant la disparition. Elle appartenait à la famille Béraud, mais avait été abandonnée au début des années 70, puis vendue à un promoteur qui ne l'avait jamais rénovée. Selon lui, la grange était restée inaccessible pendant des décennies après l'effondrement de sa toiture. Les enquêteurs retrouvèrent l'emplacement, perdu au milieu d'un terrain envahi de ronces, à environ 3 km du village. Il n'y avait pas de chemin direct, seulement des traces d'un ancien sentier aujourd'hui invisible sous les broussailles. La structure était en ruine, les murs encore debout mais l'intérieur inaccessible. On obtint une autorisation de fouille. Lorsque l'équipe pénétra dans la grange, l'air était lourd, saturé d'odeurs de terre humide et de bois pourri. Les poutres rongées par le temps menaçaient de s'effondrer. Munis de détecteurs, de pelles et de matériel d'archéologie judiciaire, ils commencèrent à dégager le sol, couche après couche, en prenant soin de conserver chaque fragment susceptible d'être analysé. Au bout de plusieurs heures, un technicien remarqua une planche du plancher qui sonnait creux. En dessous, ils découvrirent un espace dissimulé. Un vide. Une cache. En retirant les vieilles lattes, ils mirent au jour une cavité d'environ 1 mètre de profondeur. L'odeur qui en émana était lointaine, presque effacée, mais immédiatement identifiable pour ceux qui connaissent la mort. À l'intérieur, on trouva des restes humains. Le squelette d'une jeune femme, positionné de manière soigneuse, presque respectueuse. Les bras croisés sur la poitrine. Autour d'elle, un morceau de tissu beige, décoloré par les années, mais sans équivoque, l'écharpe de Claire, celle qui avait été retrouvée en 1965 sur la clôture. Valin l'avait probablement replacée auprès du corps après avoir mis en scène sa disparition. La découverte provoqua un choc dans la région. Pour les anciens du village, l'annonce fut comme rouvrir une blessure refermée à force de silence. Certains pleurèrent. D'autres, au contraire, ressentirent un soulagement amer. Claire avait enfin été retrouvée. L'incertitude prenait fin, mais la tragédie, elle, redevenait palpable. Les analyses médico-légales confirmèrent qu'il s'agissait bien de Claire Delmas. L'examen du crâne révéla une fracture nette à l'arrière, cohérente avec un impact violent contre une surface dure. L'hypothèse de l'accident évoqué par Valin était possible, mais rien ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un geste involontaire. L'absence de blessures défensives sur les os ne tranchait pas entre une chute ou un coup porté. Cependant, un élément troubla profondément les enquêteurs. Près du corps, enfoui sous un morceau de planche, on retrouva un objet métallique. Une broche, en argent, représentant une petite colombe. Selon ses proches, c'était un bijou auquel Claire tenait beaucoup. Elle le portait presque tous les jours. Pourquoi n'était-il pas resté sur elle? Était-il tombé? Arraché? Ou avait-on tenté de le garder, puis caché après coup? L'interprétation restait incertaine. Lorsque la nouvelle fut rendue publique, les médias nationaux consacrèrent des reportages spéciaux à l'affaire. Les images de la grange délabrée et des fouilles firent le tour du pays. On parla d'un « fantôme de 1965 », d'un secret enseveli sous le silence rural. Les journalistes interrogèrent d'anciens habitants, dont certains confièrent avoir toujours douté de la version officielle. Le dossier, resté gelé pendant si longtemps, reprit vie. Mais un sentiment d'inachevé persistait. L'aveu d'André Valin ne suffisait pas à apaiser toutes les interrogations. Certains se demandaient encore s'il avait réellement agi seul. D'autres trouvaient étrange que personne n'ait remarqué sa présence dans la région ce fameux soir. Et puis, il y avait cette broche, ce détail minuscule qui dérangeait l'ordre logique du récit. Un soir d'automne, quelques semaines après la découverte du corps, un ancien gendarme confia à un journaliste local qu'il existait, dans les premières années de l'enquête, une rumeur jamais vérifiée. Celle selon laquelle quelqu'un aurait aidé Valin, volontairement ou par peur. Le journaliste publia l'insinuation. La population, déjà secouée, se divisa.
Fallait-il accepter la confession telle qu'elle, ou fouiller encore, au risque de déterrer un secret encore plus sombre? Une nouvelle question commençait à s'imposer. La vérité révélée par Valin était-elle complète, ou n'en avait-il livré qu'une partie, assez pour soulager sa conscience mais pas assez pour accuser d'autres personnes encore en vie? Et si, derrière cet aveu tardif, se cachait une seconde ombre, restée silencieuse depuis 1965? Les enquêteurs, bien que soulagés d'avoir retrouvé enfin le corps, ne purent s'empêcher de ressentir un malaise. Quelque chose dans les aveux de Valin semblait inachevé. Trop d'éléments ne coïncidaient pas parfaitement. Comme si l'homme avait choisi ses mots avec soin, non pas pour révéler toute la vérité, mais pour contrôler ce qu'il en restait. Ils reprirent donc l'enquête depuis le début, avec un regard neuf, débarrassé des certitudes figées du passé. Ils réexaminèrent les témoignages, les photos, les rapports de l'époque, et confrontèrent ces documents aux nouvelles données obtenues en 2022. Rapidement, un premier détail frappa les enquêteurs. En 1965, sur la liste des personnes interrogées, figurait le nom d'un homme qui avait été entendu une seule fois, pendant seulement 10 minutes, puis jamais rappelé. Un homme qui, comme Valin, n'était pas originaire du village. Son nom apparaissait brièvement, comme une note oubliée, Gabriel Mercier. Il était présenté comme ouvrier agricole saisonnier et avait quitté la région peu après la disparition de Claire. Aucune trace de son témoignage n'avait été conservée, hormis une ligne indiquant qu'il n'avait rien vu d'inhabituel. À l'époque, on n'avait pas insisté. Les méthodes d'enquête étaient moins rigoureuses, et la disparition d'un travailleur itinérant n'avait pas éveillé de soupçons. En cherchant davantage, les policiers découvrirent que Valin et Mercier avaient travaillé ensemble dans au moins 2 exploitations agricoles entre 1963 et 1966. Ils se connaissaient donc probablement. Était-ce une coïncidence? Ou un lien volontairement ignoré? En interrogeant les archives, ils retrouvèrent un vieil article de presse mentionnant qu'en octobre 1965, 2 hommes avaient été vus plusieurs fois en train de boire dans un bar du village voisin. Aucun nom, juste une description physique. L'un petit, trapu, cheveux bruns, l'autre, plus mince, portant souvent un chapeau sombre. La description correspondait étrangement au souvenir évoqué par l'ancien élève devenu adulte, celui de l'homme au drôle de chapeau, parlant avec Claire. À mesure que les éléments s'assemblaient, un scénario plus troublant que l'aveu solitaire de Valin se dessinait. Peut-être n'avait-il pas été seul ce soir-là. Peut-être que quelqu'un l'avait aidé, ou avait assisté à la scène sans intervenir. Si Valin avait choisi de ne pas le nommer sur son lit de mort, était-ce par loyauté, par peur, ou parce que cet autre individu était encore en vie? Les enquêteurs tentèrent de retrouver la trace de Gabriel Mercier. L'homme avait laissé derrière lui un sillon d'emploi précaire, de fausses adresses et de séjours ponctuels dans différents départements. Il n'avait jamais eu de casier judiciaire, mais semblait vivre en marge. En fouillant plus profondément, ils découvrirent qu'il avait changé de nom en 1974, adoptant le patronyme de sa femme après leur mariage. Une pratique rare pour l'époque, encore plus pour un homme. Était-ce une façon de se fondre dans l'anonymat? Localiser Mercier, ou du moins l'homme qu'il était devenu, devint une priorité. Après des semaines de recherche, ils apprirent qu'il était décédé en 1998, sans enfant. À première vue, la piste semblait se refermer. Mais en contactant la dernière adresse connue, ils mirent la main sur une boîte d'objets personnels conservée par un neveu éloigné. Parmi ces objets, un petit médaillon ancien, légèrement oxydé, et sur lequel figurait une colombe gravée. Le symbole était trop proche de celui de la broche retrouvée près du corps de Claire pour être ignoré. La colombe n'était pas un motif courant à l'époque sur les bijoux bon marché. Était-ce le même artisan qui les avait fabriqués? Un lien entre Claire et Mercier existait-il hors du hasard? Pourquoi cet homme possédait-il un objet qui rappelait précisément celui de l'institutrice? Le laboratoire d'analyse examina le médaillon. Sur l'une des faces, à l'intérieur, légèrement effacée, on distingua 3 lettres gravées. GMC était-ce Gabriel Mercier? Ou les initiales de quelqu'un d'autre, d'un groupe, d'un lieu? La signification restait floue. La révélation de la broche retrouvée près du corps, associée à ce médaillon, réveilla subitement une vieille rumeur encore présente dans la mémoire des plus anciens. Certains habitants évoquaient autrefois un cercle d'hommes se réunissant dans des granges isolées, échappant au regard. On parlait de jeux d'argent, de beuveries, mais d'autres chuchotaient des choses moins avouables. Rien n'avait jamais été confirmé. Beaucoup pensaient à des fantasmes de village. Mais si Valin n'avait pas agi seul, alors peut-être que ces murmures d'autrefois prenaient aujourd'hui un tout autre sens. Pour la première fois depuis les aveux, l'enquête connut un tournant. Et si la mort de Claire n'était pas le fruit d'un dérapage isolé, mais la conséquence d'un piège, d'une rencontre arrangée, où plusieurs hommes se seraient trouvés présents dans cette grange en 1965. Au moment où cette hypothèse commençait à émerger, un témoignage inattendu vint tout bouleverser. Une femme de 92 ans, vivant actuellement dans une maison de retraite,
réclama de parler aux enquêteurs après avoir vu un reportage télévisé sur l'affaire. Sa voix tremblait, mais ses propos étaient clairs. Elle affirma avoir vu, en octobre 1965, 2 hommes transporter quelque chose de lourd sur une charrette, tard dans la nuit, non loin du chemin menant à la Grange Béraud. Elle avait voulu témoigner à l'époque, mais son mari l'en avait empêché, lui ordonnant de ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Elle ajouta 5 mots qui glacèrent les enquêteurs. L'un portait un chapeau sombre. Elle retira sa main, interdite, puis suivit des yeux la poussière dorée qui dansait à la lumière de la lampe. Dans ce frémissement de particules, elle eut la sensation étrange que l'air même retenait son souffle. Elle déroula complètement le plan. Celui-ci montrait un tracé grossier reliant plusieurs adresses, avec des dates, parfois des heures, parfois un simple point d'interrogation. Certaines maisons n'existaient plus. D'autres étaient encore habitées. Et au centre, encerclé 3 fois au feutre noir, un nom apparaissait, Claire, 1965. Le cœur de Marianne tambourinait. Elle rangea tout dans une pochette plastique et s'assit au salon, où la vieille horloge murale battait un rythme obstiné. La maison semblait soudain étrangère, comme si les murs retenaient depuis des décennies un secret qu'ils ne voulaient pas encore libérer. Elle pensa à appeler la police immédiatement, mais quelque chose la retint, la mémoire de son arrière-grand-père à l'agonie, murmurant ce prénom avec une détresse presque enfantine. Était-il un témoin ou un bourreau? Vers minuit, elle prit une décision. Elle devait parler à quelqu'un qui connaissait bien l'histoire du village. Elle enfila un manteau, prit la pochette et sortit dans la nuit froide. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune qui effleurait l'asphalte humide. À mesure qu'elle marchait vers la maison de Suzanne, la doyenne du village, elle sentait le poids du passé se resserrer autour d'elle comme une écharpe trop serrée. Une voiture passa lentement, ses phares la frôlant comme un avertissement silencieux.